Mais d'abord, l'actualité politique dominée ce soir par Édouard Philippe. Il crée son parti et à droite, comme chez LREM, on scrute ses intentions, on compte ses soutiens. Audrey Vuettaz. On ne connaît pas encore le nom du nouveau mouvement d'Édouard Philippe, mais on connaît son ADN. Il sera largement composé d'élus locaux. Des déçus du parti Les Républicains, par exemple, mais aussi ceux qui n'ont jamais franchi le cap pour rejoindre La République En Marche. En premier lieu, on a un certain nombre de maires à être effectivement sans parti depuis, pour certains, quelques années, d'autres quelques mois. Et on avait besoin de se retrouver dans une maison où on partage les mêmes valeurs, étanches aux idées de l'extrême droite. Et surtout dans laquelle les élus locaux occuperont une place centrale, ce qui n'est plus le cas des partis, de l'offre politique actuelle. Édouard Philippe a récemment rappelé sa fidélité à Emmanuel Macron, qui est pour lui le candidat naturel pour 2022. Mais certains voient dans la création de ce nouveau mouvement la volonté de peser, notamment pour les législatives qui suivront. Plusieurs personnalités de la majorité ont confirmé leur présence samedi au Havre pour le lancement de cette nouvelle offre politique. Christophe Castaner, Aurore Berger ou encore le sénateur Martin Lévrier. Est-ce pour empêcher qu'il fasse de l'ombre à Emmanuel Macron? Non, répondent-ils, car Édouard Philippe n'est pas un danger d'après eux. Aucune inquiétude, il y a vraiment une loyauté qui a été réaffirmée de la part de l'ancien Premier ministre auprès du Président de la République. Pour 2022, il est clair pour tout le monde que notre candidat, ça sera Emmanuel Macron. J'ai décidé d'y aller d'abord pour le féliciter de s'engager ainsi à appeler Emmanuel Macron à se représenter et pour le remercier aussi dans son rôle de Premier ministre. 3000 personnes sont attendues samedi au Havre pour voir Édouard Philippe prendre son indépendance en toute loyauté. Édouard Philippe, un allié de poids pour Emmanuel Macron, mais un allié encombrant. Voilà le thème de notre débat tout de suite. Et je vous présente mes invités. Bérengère Bonte, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste. Vous publiez Le Sioux, les faces cachées d'Édouard Philippe. C'est aux éditions de l'Archipel. Le livre sort aujourd'hui. C'est un bon timing. 1 an d'enquête, plus de 100 entretiens et 12 heures d'interview avec l'ancien Premier ministre. J'accueille également Adélaïde Zulfikar-Pasic. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes directrice de BVA Opinion. Olivier Garcia, bonsoir. Bonsoir. Écrivain, éditorialiste politique. Et Laetitia Krupa, qui est éditorialiste de Sens Public les mardis et jeudis. Bonsoir Laetitia, en alternance avec Mathieu Croissando, évidemment. Alors on démarre avec l'actu, la création de ce nouveau parti politique. Est-ce que ça vous surprend, Bérengère Bonte? J'ai envie de dire non, sinon vous auriez peut-être pas sorti votre livre aujourd'hui. Non, d'autant que c'est assez amusant parce que cette date, à quelques jours près, oui, elle a été annoncée il y a 1 an. La République des maires, qui se réunit demain, le 8, et qui va déboucher sur ce discours très attendu de samedi d'Édouard Philippe, avait prévu de se réunir au Havre. C'était à Angers il y a pile 1 an, puisque le fondateur s'appelle Christophe Béchu, maire de Angers. Oui, oui. Et donc ce rendez-vous du 30 septembre au départ, on m'avait dit fin septembre, enfin à quelques jours près, était prévu. Et donc il ne fallait pas non plus être devin pour imaginer que, sortant de Matignon, on avait tous compris quand même qu'il avait un avenir, cet homme-là. Donc moi je m'étais aussi calée sur ce timing-là. On serait à 7 mois de la présidentielle. De là à imaginer qu'il en ferait un parti, je vais vous dire, fin août, quand c'est devenu vraiment clair qu'il structurait quelque chose, ils en étaient encore, et moi je bouclais le livre à ce moment-là, ils en étaient encore à se demander si c'était un think tank, si c'était une association, si c'était un parti politique, si c'était un mouvement. Et ils voulaient observer la primaire de LR. Dont on sait qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus complexe que ça, et c'est une des données du timing d'Édouard Philippe qui fait qu'aujourd'hui, comme on sait maintenant que cette primaire est un peu, va finalement déboucher sur un vote début décembre, eh bien je pense que ça reporte un petit peu le vrai déclenchement du parti. Olivier Garcia, pardon, je vous ai appelé Olivier Garcia, excusez-moi. Créer son parti, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie ? Alors c'est marrant parce que pour Édouard Philippe comme Macron, qui étaient un peu les charpentiers du nouveau monde, là on revient clairement à l'ancien monde, c'est-à-dire qu'on recrée des partis, on se remet dans un système purement électoraliste, et en fait on a l'impression qu'il nous fait un peu une François Bayrou avec un nouveau modem pour négocier finalement des places à l'Assemblée nationale, et c'est exactement ce qu'il fait, parce que finalement Édouard Philippe n'a pas vocation à se présenter en 2022. Emmanuel Macron est omniprésent pour la scène présidentielle, mais il pense au coup d'après, il pense à 2027. Et peut-être législative aussi. Et peut-être législative pour peser dans la majorité présidentielle et avoir des députés de sa couleur politique. Et c'est aussi une façon assez habile de détruire définitivement la droite républicaine, qui est déjà très affaiblie aujourd'hui. On le voit, les sondages le montrent. Xavier Bertrand est à 13%, selon Harris Interactive. Et donc aujourd'hui, avec cette menace que fait peser Édouard Philippe, finalement, Emmanuel Macron finit d'achever la droite républicaine
pour la ramener dans son sillon centriste. Oui, on en reparlera ça, parce que c'est évidemment une des thématiques qui est passionnante. On va étudier peut-être, Adélaïde Zulfikar-Pašić, le socle de popularité d'Édouard Philippe. C'est vrai que quand vous testez ces personnalités politiques, il arrive quoi, régulièrement en tête, toujours en tête, vous diriez quoi? Alors toujours en tête depuis qu'il a quitté Matignon, très exactement. Il s'est imposé comme la personnalité politique préférée des Français. Alors nous, on est sur une cote d'avenir. La question qu'on pose, c'est est-ce que vous souhaitez qu'il joue un rôle à l'avenir? Et ce qui est frappant, c'est que non seulement c'est qu'il est en tête, mais il est en tête très loin devant le numéro 2. Nous, on teste plus de 40 personnalités chaque mois. Il s'impose avec plus de 4 Français sur 10 qui souhaitent qu'il joue un rôle à l'avenir. Le deuxième, c'est Nicolas Hulot qui arrive à 29% seulement. Donc il y a près de 15 points d'écart qui séparent les deux hommes. Et surtout, ce qui est frappant, c'est qu'il est... Marine Le Pen en troisième position, on le voit à l'écran. Ouais, il est vraiment la personnalité politique qui est la moins clivante parce qu'il s'impose non seulement évidemment dans sa famille d'origine, il arrive très voilà, il est vraiment à touche-touche avec Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand, mais il s'impose aussi nettement auprès des sympathisants LREM, et surtout ce qui est frappant, c'est qu'il est personnalité préférée des sympathisants du Parti Socialiste. C'est ça qui interpelle. Alors moi je le vois comme une espèce de réaction consciente ou inconsciente, mais un petit peu défensive des sympathisants PS qui se projettent quand même dans une élection où ils se disent la gauche a très peu de chances de réussir à s'imposer. Donc ils auraient intégré la défaite en quelque sorte. Ils ont intégré la défaite et ils cherchent la meilleure alternative possible. Et cette meilleure alternative, c'est Édouard Philippe. Et c'est vrai que du coup, il a à la fois... il peut se projeter sur 2022 sur comment est-ce que je capte un électorat, notamment LR, et comment est-ce que je viens consolider la majorité présidentielle. Mais c'est vrai que ça serait effectivement pas idiot qu'il se projette aussi sur 2027. Oui, on peut imaginer qu'il a ça en tête. Laetitia Krupa, quelques infos sur le lancement de ce parti politique au Havre. Pour ne pas froisser Emmanuel Macron, j'ai laissé traîner une petite oreille et on me dit qu'il n'y aura que des maires qui l'ont accompagné ces dernières années, mais aucun ministre et aucun leader LR. Donc il essaye de froisser personne. Il veut s'imposer un peu comme le chef d'une majorité qui vient à lui. Apparemment, il a lancé aucune invitation directe, voyez-vous. Il n'a pas été faire son marché, comme on dit. Et donc, il attend que l'on vienne à lui comme un leader charismatique qui surplombe tous les sondages. Oui, avec plutôt un des soutiens qui s'affichent comme des élus locaux. C'est un peu la stratégie qui est la sienne pour l'instant. Regardez cette photo qui avait été publiée par Frédéric Valtou sur son compte Twitter il y a quelques semaines. C'est la réunion de Fontainebleau. On voit effectivement tous les maires qui sont proches d'Édouard Philippe. Moi, il y a 4 femmes, si j'ai bien compté sur la photo. Est-ce que c'est un univers assez masculin, pour ne pas dire macho, l'environnement d'Édouard Philippe et Angère Bonte? Ça vous a frappé aussi? Écoutez, oui, c'est un univers masculin. C'est un des paradoxes de cet homme-là qui en a beaucoup, en fait. Qui n'en manque pas, oui. Parce que politiquement, on pourra dire, et personne ne pourra contester le fait qu'il avait un cabinet paritaire, Marlène Schiappa dit qu'il a été un vrai soutien dans beaucoup de mesures en faveur des femmes, etc. Mais au final, la garde rapprochée est quasiment exclusivement masculine. Là, la République des maires est quand même très masculine. Et quand vous dites macho, oui, on est. C'est plutôt vous qui le disiez dans le livre. Bien sûr, je le dis. Et je pense, et moi, j'ai très envie que ça puisse être un élément de débat, en fait, qu'on ne met jamais sur la table. Ouais. À vrai dire, lui, l'assume, dit à pratiquement toutes les femmes qu'il rencontre Marianne Schiappa, quand il l'a reçue pour entrer au gouvernement, le premier rendez-vous, il a dit: ma femme vous dirait que je suis macho. Moi, il m'a fait la même. Alors je lui dis: mais c'est vrai, vous l'êtes? Et il me dit: probablement pas autant qu'elle le dit, mais plus que je voudrais, oui. Donc ça peut être un marqueur de personnalité, mais peut-être aussi un peu, je ne vais pas de la psychologie de Bacassa, mais un marqueur politique, ça, dans sa stratégie? Alors pour le coup, c'est pas une stratégie, c'est intrinsèque. Oui, mais il l'assume. Il pourrait plutôt le gommer. Alors je pense que ça le chagrine un peu. Il y a quelque chose au fond de lui qui est comme ça. Ça chagrine pas mal aussi les hommes qui sont autour de lui et qui en ont conscience, tout en ayant envie de bouger les choses. Mais il y a quand même... mais il y a une forme de tolérance aussi avec les attitudes. Vous vous souvenez peut-être que au moment de la fin de Matignon, Le Monde avait sorti une note de conseillère de l'Élysée qui trouvait que Marc Guillaume, le secrétaire général du gouvernement, pour le citer, puisqu'il a été cité et que moi, mon enquête me prouve que c'est réellement le cas, avait vis-à-vis des femmes hauts fonctionnaires une attitude. Il n'y a rien de répréhensible pénalement, mais c'est une réunion de 10 hommes avec une femme et à qui on dit: vous ferez carrière avec votre décolleté, mademoiselle. Et ça, quand j'interroge
interroge-moi le patron de Matignon. Je lui dis, vous êtes le patron de Matignon, donc vous êtes la personne qui peut dire pas de ça chez moi. Et c'est qu'un sujet qui l'agace beaucoup, c'est très frappant. Mon dictaphone a enregistré les battements de son pied. C'est un sujet fondamentalement qui l'a agacé. Oui. Encore une fois, ça ne fait pas de lui. Je veux dire, on n'est pas dans des agressions, mais il y a un sujet de machisme ordinaire qui, pour moi, est important. Et tant qu'à faire, puisqu'on dit on a des hommes neufs, des hommes modernes, eh ben, allons aussi sur ces sujets. Adélaïde Zulfi-Karpacic, ça ne ressort pas dans les enquêtes d'opinion ou peut-être ça se ressent un peu? J'allais dire, c'est intéressant parce que je ne suis pas sûre que l'opinion le perçoive de cette manière-là. Oui. En revanche, j'ai regardé un petit peu justement les lignes de clivage éventuelles et c'est vrai qu'il a une meilleure image chez les hommes que chez les femmes. Alors ça tient aussi à la sociologie électorale et on sait que les femmes votent un peu plus à gauche que les hommes, mais c'est vrai que il y a ce différentiel-là, mais je ne pense pas que ça transparaisse quand on regarde de manière plus qualitative ces traits d'image. C'est en tout cas pas du tout quelque chose qui ressort en spontané. On a des choses beaucoup plus comme il est travailleur, il est rassurant, il est droit dans ses bottes, on souligne son caractère extrêmement, sa droiture, c'est quelque chose qui ressort très fortement, mais de manière spontanée en tout cas pas ce sujet-là. Et juste sans vouloir non plus en faire y passer toute l'heure, mais je veux dire, ça m'est revenu de ses différentes expériences, quand il a travaillé chez Areva, à la mairie du Havre, enfin c'est quelque chose qui est présent dans un peu toutes les sphères de sa vie. Ouais, mais je trouve ça intéressant, parce que si on se projette dans l'avenir politique d'Édouard Philippe, c'est sans doute un point de friction, il n'est pas le seul, c'est une classe politique bien qu'on sûr, peut questionner. Bien sûr, mais on en a parlé depuis longtemps. Il me semble que cet homme moderne, ultra populaire, dont tout le monde dit ça le ramène au monde d'avant. Eh bien, vous parliez tout à l'heure. Il y a une question à poser. En tout cas, c'est intéressant de l'évoquer. Je reviens sur ses soutiens, Olivier Gracia. Là, on a vu La République des maires, on a vu, c'est clairement à droite, les soutiens d'Édouard Philippe, c'est plus bigarré, si j'ose dire, que ça? Bon, c'est clairement à droite, mais c'est une droite qui avait déjà quitté les Républicains. C'est une droite qui avait déjà rallié Macron par opportunisme dès qu'Emmanuel Macron a été élu. Je ne pense pas qu'autour d'Édouard Philippe, aujourd'hui, il y ait les soutiens de Xavier Bertrand ni Valérie Pécresse qui, eux, restent malgré tout aujourd'hui encore soudés autour de leur candidat. Disons qu'il ne fait que confirmer ce glissement qui s'est opéré à droite il y a 4-5 ans. Il n'invente rien, il ne réinvente rien. Il apporte juste un tampon de droite sur la candidature d'Emmanuel Macron pour bien rappeler qu'Emmanuel Macron est ce rassemblement du centre-gauche au centre-droit, et Édouard Philippe est cette figure forte du centre-droit. Mais une fois de plus, en fait, ce qui est décevant, c'est qu'on est quand même dans une présidentielle aujourd'hui qui est devenue un peu plus à la thématique des idées. On le voit aujourd'hui, les instituts de sondage le montrent, et là on rentre vraiment dans de la politique politicienne. Je ne sais pas si c'est le moment adéquat auprès des Français de créer un micro-parti aujourd'hui, alors que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le débat, et surtout qu'on voit évidemment qu'il s'agit évidemment d'un intérêt électoraliste pour lui. Et comment peut-on penser à 2027 quand on ne connaît même pas l'issue du second tour de 2022, je veux dire. Donc ça me paraît un peu vintage tout ça. Moi, je ne pense pas qu'il pense à 2027 tout de suite. Il fait partie de l'horizon. Mais d'abord, moi, je n'exclus pas la petite hypothèse dans laquelle Emmanuel Macron, pour plusieurs raisons possibles, serait empêché. Et sa popularité fait qu'aujourd'hui, il est évidemment le recours. Ça peut être un variant du Covid incontrôlable. Ça peut être des gilets jaunes qui reviennent. Ça peut être beaucoup de choses. Un livre politique, si on se rappelle. Il ne lâchera pas l'affaire comme un François Hollande, on est bien d'accord. Mais, je veux dire, voilà, probablement. Mais je veux dire, cette petite hypothèse-là, pour moi, reste valable. Et si à un moment, Emmanuel Macron se retrouve en difficulté, par exemple dans une hypothèse de deuxième tour contre Éric Zemmour, je pense qu'il ne prendra pas le risque de faire près de son camp. Et donc là, pour le coup, Édouard Philippe est le recours. Donc ça, c'est la première chose. Derrière... Il ne faut pas abandonner cette hypothèse. Non, je suis tout à fait d'accord. Et il l'a bien en tête aussi. C'est-à-dire qu'il se tient prêt. Il n'est pas du tout en train de voir le coup d'après. Il sait qu'il y a une possibilité infime aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qui sait à quoi va ressembler déjà le premier tour. Donc je pense que oui, il le sait que c'est effectivement le recours si jamais Emmanuel Macron chute. Ouais. Alors, on parlait des soutiens à droite. Effectivement, c'est pas une surprise. D'ailleurs, dans le documentaire Mon pote de droite, je pense que la régie va me suivre là-dessus. On a un extrait. Laurent Sibien, le réalisateur, lui demande: est-ce que tu es toujours de droite? Voilà ce qu'il répond, Édouard Philippe. Extrait. Je suis gauchiste. Posez votre question. Ah bah tiens, tu veux que je te pose des questions de gauchiste aujourd'hui? Oh non, putain. Sois gentil avec moi, je fatigue. Ouais, attends, tu me tends une perche. Non, fais pas chier. Vas-y. Posez votre question. Toujours de droite? Ouais, hein? Yes.
Voilà, toujours de droite, la réponse est rapide, elle est claire. C'est intéressant, Laetitia Krupa, d'analyser la communication politique avec ce documentaire en 3 parties. Vous dites qu'Édouard Philippe, il fait le pari du temps long. Oui, il fait infuser son style, son image, sa marque dans les esprits français. Et c'est à ça qu'ont servi les 3 films. Je vous rappelle qu'il y a 3 films qui commencent en 2014 pendant la campagne des municipales, 2016 quand il était le porte-parole de Alain Juppé pour les primaires à droite, et puis bien sûr le dernier qui a été diffusé là cet été et le 25 septembre sur Public Sénat, qui raconte ces 3 années à Matignon. Ce qui est frappant, c'est la date de diffusion. Le premier, il est diffusé le lendemain de sa nomination à Matignon. Ça tombe quand même bien, c'est-à-dire que personne ne le connaît. Enfin, honnêtement, sur 100 Français, peut-être 2 et encore connaissaient Édouard Philippe. Donc, un film pour le faire découvrir aux Français. Et puis là, ce 3e volet qui tombe cet été et qui est rediffusé à la rentrée, c'est aussi pas mal. Ça le fait rappeler au bon souvenir des Français. Puis ça entretient sa cote de popularité. Et il le sait très bien, il en joue parce qu'à la fin de cet épisode, vous allez voir, c'est une séquence qu'on va regarder tout de suite, il laisse comme ça échapper un silence quand on lui parle de son potentiel destin présidentiel. Est-ce que tu vas être président de la République quand tu seras grand? La première fois, tu avais répondu par un éclat de rire. Ouais. Ça te fait moins rigoler maintenant. Ouais. Non, c'est pas une question légère. C'est une question assez compliquée. Mais Quel le talent. silence. Quel talent, hein, un talent d'acteur, hein, avec Emmanuel Macron, ils sont concurrents. Hein, bien sûr, ça c'est de la pure communication. Ce silence veut dire tout. Voilà, hein, Jacques Pilan, qui était le gourou de François Mitterrand, l'aurait adoré. Et évidemment, ça sert ses ambitions politiques, ça lui sert en tout. Il paraît plutôt cool, en train de manger des pâtes, écouter du rock en espadrille, et puis à la fois sérieux quand il revient sur les masques, quand il parle de la crise des Gilets jaunes. Donc c'est tout le pari d'Édouard Philippe, c'est de consolider bien sûr sa place dans les sondages et de s'inscrire encore une fois dans le paysage politique dans lequel il était totalement inconnu, je rappelle, à son arrivée à Matignon. Oui, Bérangère Bond, pourquoi vous le surnommez le Sioux? C'est un bon titre, ça intrigue. Mais regardez ce qu'on vient d'écouter. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, vous, quand on vous parle d'un Sioux, mais un Sioux, pour moi, c'est quelqu'un qui reste un peu comme ça, tapis, qui observe, qui est malin, qui est rusé, qui est pas tapageur, et puis qui un jour devient Premier ministre d'un candidat dont il n'était pas, qu'il ne soutenait pas. Moi, je m'appelle Hugues, on m'a souvent surnommé le Sioux. Hein, mais bon. Voilà, et qui à l'ENA, c'est une des infos du bouquin, je suis allée rechercher le classement, figurez-vous qu'il est admissible à sa 2e tentative, il est 100e ex-aequo, dernier ex-aequo. Après tout, ça n'a pas de problème, c'est un concours très difficile. Il sort à la fin de l'ENA 5e. Et personne ne l'a vu venir. Personne. Le major de cette promotion, qui était Benoît Ribadeau-Dumas, qui a été son directeur de cabinet à Matignon, tout le monde a vu tout de suite qu'il serait major. Là, ils ont dit, mais c'est quoi? D'où sort-il? Et c'est comme ça, tout le temps, surtout. Donc là, on sort d'une année où il a passé son temps à s'amuser de ses silences. Moi, il me l'a dit une fois, vers le février-mars l'année dernière, quand je l'ai rencontré. Il venait d'y avoir cette petite interview, il en donnait très peu, mais on lui avait posé la question sur une radio, président du HAC, le club de foot l'an prochain, ou président de la République? Et il s'était amusé à répondre sur le HAC, puis à dire, président de la République, vous viendrez boire une bière au Havre, on en parlera plus longuement. Parce que... Il avait fait la même réponse. Et ça a été comme ça tout le temps. Il avait dit, c'est une question sérieuse, nous en reparlerons exactement la même réponse. Moi, je vais me permettre de parler à sa place, parce qu'en réalité, je n'ai aucun doute, sincèrement, sur le fait qu'il a envie de président de la République un jour. C'est aussi clair que ça. Et depuis c'est aussi l'histoire de la Ve République qui fait ça, le Premier ministre qui... Je ne suis pas sûre que Jean Castex ait envie d'être Premier ministre. Non, bien sûr, il y a quelques contre-exemples. Enfin, il y a beaucoup d'exemples de Premiers ministres qui ont senti naître ou monter leur ambition présidentielle pendant leur passage en réalité, il a pardon, juste brièvement, ça a été un long cheminement. Quand il rentre à l'ENA, il donne une interview à quelqu'un qui faisait un bouquin sur les oraux de l'ENA, et il lui dit, je ne ferai jamais de politique. Et là, il partait pour être haut fonctionnaire, et pour lui, la politique, c'était ça. Et quand est-ce que ça lui tombe dessus? Sauf que quelques années plus tard, dans les stages de l'ENA, ça c'est lui qui me l'a raconté, il y a un stage à la préfecture de Carcassonne, où le préfet l'envoie à une réunion de maires assez tendue, avec des maires de communes, sur les rythmes scolaires, je crois.
Et en fait, il me dit, j'ai compris, je me suis vu retourner la salle. Chicaner quelque chose, comme il dit. Et il me dit, ça, Dédé, il se parle à lui, ça, Dédé, c'est beaucoup plus kiffant que d'être sur scène, non, et que d'être sur scène même pour un spectacle. C'est ça que je veux faire. Voilà. C'est ça la politique, c'est d'agir, c'est de peser. Mais vous parlez de Premier ministre qui voulait être président. Moi, quand je pense Philippe, je pense Juppé. Et je pense qu'il peut finir comme Juppé. C'est-à-dire que ce syndrome de l'inaction, cette pensée qu'il est un homme providentiel, d'être populaire auprès des Français, c'est le cas d'Alain Juppé. On peut le tester à l'époque, en 2017. Alain Juppé était l'université préférée des Français. Pourtant, il a échoué aux primaires de la droite. Et aujourd'hui, il est tombé dans l'oubli politique. Et donc, il peut avoir ce syndrome de l'inaction, de penser que le peuple va venir à lui et de ne pas le provoquer. Et donc, je pense que c'est à la fois sa qualité, mais aussi sa plus grande faiblesse. Et qu'aujourd'hui, on n'est clairement pas dans le domaine de l'inaction, de l'homme providentiel. Je pense que l'homme providentiel se crée par le débat et Édouard Philippe est un peu trop en retrait aujourd'hui pour s'imposer dans le débat. Ouais. Mais c'est ce que j'allais dire. En fait, je pense que ce pari du long terme que vous évoquiez, il a double tranchant. Et c'est aussi pour ça, sans doute, qu'il crée son parti, parce que il peut vite, effectivement, souffrir d'un vide et tomber aux oubliettes. Il ne faut pas oublier quand même que sa popularité actuelle, elle se construit principalement sur la gestion de la crise Covid. Il avait cela, effectivement, de particulier que, contrairement à Jean Castex, il a toujours plus ou moins été plus populaire qu'Emmanuel Macron lorsqu'il était Premier ministre. En tout cas, enfin, pas au début du quinquennat, mais en tout cas à partir de début 2018, il est toujours plus populaire, mais ça se joue à 2, 3, 4 points près. Et puis, pendant la crise Covid, où il donne l'impression d'être celui qui est au front, qui est en première ligne, qui prend les coups, qui y va, il creuse l'écart progressivement. Et au moment où il quitte Matignon, il est à 54% d'opinion positive dans l'opinion. Emmanuel Macron à 38% seulement, donc il y a 16 points d'écart. Mais tout ça, ça s'est fondé sur l'action. Et effectivement, aujourd'hui, ça fait 1 an, les Français l'ont encore en tête. Il y a effectivement tous ces petits signaux avec notamment ce film qui entretient une certaine notoriété et visibilité, mais il a besoin d'exister parce que si son projet, en tout cas si, pas le projet avoué, mais si on parle de temps long et de 2027, il y a 5 ans devant nous, au moins 5 ans et demi, il faut qu'il existe. Alors là, il dit que l'âge de la retraite sera repris. Oui, alors ça, qu'il donne l'âge de 67 ans. C'est voilà, on sait que c'est une mesure forte et qui est. On va en parler de ça, de comment il fait entendre ces différences. Je voudrais d'abord qu'on reprenne un extrait qui est quand même important dans la relation entre Édouard Philippe et le président de la République, qui est le moment où Édouard Philippe dit clairement son soutien à une candidature qui n'est pas encore officielle, mais à une candidature du président de la République. C'était dans l'émission 7 à 8 sur TF1. Pour l'élection présidentielle de 2022, je soutiendrai le président de la République. Je pense, j'espère qu'il sera candidat, et je le soutiendrai pour 3 raisons. La première, c'est au fond la loyauté et la cohérence. La loyauté à l'homme, ça compte. En tout cas pour moi, ça compte. Et la cohérence. Pendant 3 ans, j'ai été son Premier ministre. Je me suis démené pour essayer de mettre en œuvre les engagements qu'il avait pris devant les Français. Je ne vois pas comment aujourd'hui je pourrais, d'ailleurs j'en ai aucune envie, dire mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire ou ah si on avait fait autrement. Voilà. Donc loyauté et cohérence, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que pendant 3 ans à Matignon, j'ai approché beaucoup plus que ça n'avait été le cas dans tout le reste de ma vie, la présidence de la République et le président de la République. Et j'ai vu combien cette mission, ce mandat était incroyablement difficile. Et je pense que Emmanuel Macron est fait d'un métal dont je ne vois pas beaucoup la trace dans tous ceux qui sont candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle. Et je pense que c'est très important. La loyauté, ne pas être le traître, on pourrait presque dire, Olivier Graciac, c'est aussi une pierre dans le jardin d'Emmanuel Macron qui a lâché François Hollande. Est-ce que vous entendez ça dans les sous-titres de la déclaration d'Édouard Philippe ? Non, je n'ai pas entendu ça, mais bon, je pense honnêtement qu'Édouard Philippe est assez cohérent, dans le sens où je pense en effet qu'il est loyal. Et il est loyal aussi par opportunisme. Il est loyal aujourd'hui parce qu'il n'a pas d'intérêt aujourd'hui à concurrencer Emmanuel Macron, qui est quand même bien placé dans les sondages. Après, je pense sincèrement qu'Édouard Philippe a une forme de fascination pour Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a une fascination sincère. Je pense qu'il peut avoir des rapports peut-être compliqués quand il était Premier ministre, mais je pense qu'il y a une fascination pour l'homme, pour l'éloquence. Je pense qu'il était très admiratif de Macron, même pour sa campagne. Donc je pense qu'il y a une loyauté aussi admirative pour Macron, qui a dû l'impressionner quand il était président. Et honnêtement, je pense qu'il se voit toujours aujourd'hui, parce qu'Emmanuel Macron ne peut pas faire 2
plus de 2 quinquennats. Et donc va se poser la question de la succession. Et surtout qu'En Marche ne repose pas sur grand-chose. Et on le voit aujourd'hui, on ne peut pas dire que dans le parti En Marche, il y a un candidat naturel qui se dégage comme étant le successeur spirituel d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe, finalement, fait office de celui qui serait le plus proche d'incarner cette figure présidentielle au sein du giron macronien, finalement. Donc il a conscience de cela, et je pense que plutôt que le trahir, il préfère l'accompagner pour être après son fils spirituel. Sur quoi repose leur relation, Bérengère Bonte ? Il y a une forme d'admiration, je suis assez d'accord, je pense. Il y a une reconnaissance. Il sait pertinemment que 3 ans avant de sortir de Matignon plutôt et d'avoir cette popularité insolente, il n'était rien dans le paysage national. Il le sait pertinemment, il sait exactement ce qu'il lui doit. Et il sortait d'une campagne, mon Dieu, souvenez-vous de l'état de la droite. Alain Juppé, qui était son candidat, avait perdu la primaire. Et François Fillon, qui l'a gagné, était obligé de est allé jusqu'au bout. Enfin, on sait dans quelles conditions après l'affaire Pénélope. Donc, il y a une énorme reconnaissance. Quand vous dites loyauté, moi, vous dites ce qu'il y a dans son esprit quelque part François Hollande. Il y a quelque part au fond d'Édouard Philippe, Antoine Ruffnac. Parce que Antoine Ruffnac, qui est, en gros, il a 2 mentors réellement dans tout le début de son parcours, qui sont Antoine Ruffnac qui l'a amené progressivement, et Dieu sait que ça n'est pas un long fleuve tranquille du tout, contrairement à ce qu'on croit, mais quand même, qui lui a transmis l'écharpe au Havre, et donc qui est son assise aujourd'hui. Et puis Alain Juppé, qui lui avait confié les rênes de l'UMP en 2002, voilà. Et ces deux-là, ce sont les 2 personnes qu'il a interrogées quand Emmanuel Macron lui a proposé d'entrer au gouvernement, c'est-à-dire quand même, d'une certaine façon, de trahir LR aussi. Et c'est là qu'est la question de loyauté. Autant Alain Juppé a plutôt soutenu, autant Antoine Ruffnac était farouchement contre. Et il y a ce caillou, si je puis dire, dans leur relation, qui est vraiment resté comme une souffrance, en tout cas du côté d'Antoine Ruffnac, même si Édouard Philippe dit personne ne peut savoir. Antoine Ruffnac n'est plus là pour en parler aujourd'hui. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est un peu cassé à ce moment-là, et c'est quelque chose, je pense, qu'il a toujours en tête. Parce que la loyauté, pour le coup, dans son éducation, est quelque chose d'extrêmement fort. Donc il y a cette petite trahison, je pense, qui est dans un coin de sa tête. Ouais. Tiens, on va s'offrir une petite pause musicale dans cette émission. Vous connaissez forcément cette chanson de Julien Clerc. Ma préférence à moi. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie d'écouter du Julien Clerc. Ça fait toujours du bien d'écouter du Julien Clerc. Édouard Philippe, c'est plutôt ma différence à moi. C'est subtil comme transition. Bref, les différences et comment il va faire jouer ces différences. 2 citations d'Édouard Philippe. On est dans une interview au magazine Challenge, c'est le 30 septembre. La dette. Voilà ce qu'il dit sur la dette. La dette est un problème éminemment politique. Cette question doit être débattue pendant la campagne afin que les Français votent en connaissance de cause. Je sonne l'alerte. Comptez sur moi pour revenir dessus dans les prochains mois. Ensuite, il enchaîne dans la même interview. La première réforme à faire est celle des retraites. Vous en parliez à l'instant, Laetitia. La seule solution raisonnable est donc d'allonger la durée de vie active en repoussant l'âge de la retraite à 66, 67 ans. Et d'ailleurs, ça lui vaudra un recadrage signé de son successeur, Jean Castex. On est sur TF1 le 30 septembre. Écoutez. Oui, il faut faire la réforme des retraites qui conduira à travailler plus longtemps. Jusqu'à 67 ans. Alors ça, nous n'avons jamais dit ça. Ça, c'est l'opinion d'Édouard Philippe. Ça, c'est l'âge n'a jamais été fixé à 67 ans. Bon. Alors, comment est-ce qu'on peut se projeter dans les 7 mois à venir, dans cette campagne électorale ? On sait que Emmanuel Macron va sans doute se déclarer le plus tard possible, c'est son intérêt, mais comment vous imaginez-vous le positionnement, la stratégie d'Édouard Philippe ? Est-ce qu'il peut être finalement un petit caillou dans la chaussure du président candidat à force de faire entendre sa différence ? Bérengère Bonte. Là, il faut essayer de comprendre le en même temps philippien, ou philippiste, je ne sais pas, qui prête allégeance il y a 3 semaines, effectivement, au président de la République, et qui, 15 jours plus tard, donne une interview à Challenge avec un programme économique clairement de droite. Il y a la retraite, mais il y a aussi le contrat jeune d'Emmanuel Macron dont il ne veut pas. Il a un logiciel. Pas financé, ce serait pas raisonnable. La rigueur budgétaire, vraiment l'équipe des comptes publics est vraiment son logiciel principal en permanence, ce qui est rare, et on verra bien si un jour il accède au pouvoir. Quand je dis c'est rare, ça fait 30 ans
qu'en France, on n'a pas de budget équilibré. Donc, c'est clair que visiblement, le pays attend ça, dans ce qu'on comprend. Donc, il va y avoir ce positionnement économique, moi, c'est ce que je comprends. Hein, je ne suis pas devin, mais ce positionnement économique très à droite. Et puis, politiquement, quand même, une habileté qui consiste à ne pas fâcher ni les LREM, ni les LR. Et à garder sa popularité auprès des sympathisants. Et sachant qu'il y a une échéance au 4 décembre pour LR qui fait qu'il va de toute façon devoir rester prudent, pas fâcher les LR, enfin rester... c'est ça aussi le Sioux, hein, je pense vraiment. Laetitia ? Je pense que... Ces 3 années à Matignon, il y a une faillite qui est vraiment notable, c'est l'absence de dialogue avec les Gilets jaunes, et il le sait. En fait, tout son programme économique, si vous lisez le livre qu'il a écrit avec Gilles Boyer et pour lequel il a fait sa tournée en France. Il y a tout son programme, il y a tout sur les retraites, sur la dette, il a aussi tout un pan sur l'écologie parce qu'il sait bien que c'était quand même une de ses jambes malades avec notamment la démission de Nicolas Hulot. Et c'est effectivement un homme qui a déjà tout pensé à l'avance et qui va pas à pas faire avancer son programme. Après, avec des petites touches comme ça dans la presse, parce que pour l'instant, il peut dire ce qu'il veut. Enfin, il est libre, Édouard Philippe, jusqu'à maintenant, et ce n'est pas parce qu'il se met dans le sillon d'Emmanuel Macron. Oui, jusqu'au moment où il aura poussé le rupteur un peu trop loin, et on dira la loyauté, elle n'est plus là. Oui, non, il me semble qu'il est libre, et d'ailleurs, il réécrit même l'histoire, parce que quand il parle de son départ de Matignon, même dans le livre, c'est un peu flou. Enfin, il s'est fait virer. Enfin, il y a un moment, il faut aussi assumer ça et puis le raconter à l'endroit. Donc, il me semble que pour l'instant, il joue l'électron libre et Emmanuel Macron fait savoir par via de presse, parce que ça se passe comme ça maintenant, là c'est dans l'Obs, qu'il a été furax, c'est pas lui qui le dit évidemment, c'est un conseiller qui parle pour lui, furax du petit manège que jouait Édouard Philippe en faisant comme ça, j'y vais pas. Et donc là, pour l'instant, c'est un peu, on se montre les muscles et on va voir comment ça se passe dans les prochains mois. Olivier Gracia, comment vous l'analysez là, justement, cette perspective des 7 mois et de la campagne et donc du rôle d'Édouard Philippe ? Moi, je trouve, en l'occurrence, aujourd'hui, pas du tout présidentiel, Édouard Philippe, parce qu'il est encore dans son rôle de Premier ministre. Il nous parle de l'âge de la retraite, de la dette, il parle de sujets complètement techniques. On ne connaît pas sa vision de la France, de ce qu'il pense de la France, quelle est son ambition, sa vision en politique étrangère. Il reste quand même sur des sujets qui lui incombaient quand il était Premier ministre. Donc il reste dans ce rôle suffisamment de politique technicienne qui ne fait pas rêver les Français. Quand il dit qu'il faut faire campagne sur la dette, aujourd'hui, personne ne parle de la dette dans les débats et je ne pense pas que la question de la dette soit le sujet préféré des Français et soit le sujet sur lequel il faut débattre pour gagner une élection. Donc il reste même dire que c'est la campagne de l'argent magique. Exactement. On peut inverser exactement. Donc je pense qu'il reste malgré tout un technicien et il se confine à ce rôle de technicien. Donc vous parlez de différence. Pour moi, il n'a aucune différence avec Emmanuel Macron. C'est une différence technique. Mais il n'y a pas de différence de fond sur l'essentiel. Il est profondément Macron compatible. Il le reste et il le demeure. Et Macron est en cela bien plus présidentiable que lui. Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait même aller plus loin, dire qu'il y a une sorte d'accord tacite entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe? Vous en parliez rapidement tout à l'heure, pour fragiliser LR, pour fragiliser le candidat LR, Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse. Ces deux hommes qui se respectent. Emmanuel Macron ne l'a pas choisi comme Premier ministre pour rien. Même si évidemment il a été viré de Matignon, je pense qu'il a gardé comme une forme de reconnaissance parce qu'il n'en serait pas là aujourd'hui sans Emmanuel Macron. Donc évidemment qu'il y a un accord tacite. Il y a un accord tacite depuis le début pour détruire la droite des Républicains qui est aujourd'hui déjà très fragilisée. Et au fur et à mesure, on le voit, au fur et à mesure les sondages avancent, les Républicains, il n'est pas impossible que Xavier Bertrand soit un jour sur la barre des 10%, au rythme auquel ça va aujourd'hui. Et en tous les cas, je pense que c'était la volonté première du président et pour le coup, il a bien réussi ce pari. Adélaïde Zulfikarpasi, je fais toujours attention à bien prononcer votre nom. C'est quand même un atout politique, cette popularité, le fait de ne pas être clivant, c'est une carte à jouer pour Emmanuel Macron dans la campagne. Exactement, j'allais dire, je ne sais pas s'il y a un accord tacite, mais si accord tacite il y avait, il ne pourrait pas mieux s'y prendre, parce qu'effectivement, en prenant la parole sur des sujets qui sont des sujets, notamment la réforme des retraites, la question de la dette, qui sont des sujets effectivement plus chers à l'électorat de droite, à l'électorat LR, il s'adresse davantage à cet électorat, et donc, ce faisant, peut jouer un petit peu le rôle de rabatteur, si on se place dans une perspective où il est plutôt, il se positionne plus comme le fils spirituel, en tout cas celui qui sera le successeur potentiel d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, voilà, il aide à continuer cette stratégie de siphonnage
sondage de la droite républicaine. On voit bien quand même, aujourd'hui, effectivement, Xavier Bertrand est à 13%. On ne sait pas ce que va donner la séquence désignation du candidat, mais on voit bien que pour l'instant, la droite est en mauvaise posture. Donc, il vient creuser ce sillon-là dans un contexte où, même si effectivement, on ne peut pas exclure la petite possibilité que la campagne, du fait d'un événement extérieur, vienne empêcher Emmanuel Macron, aujourd'hui, quand même, Emmanuel Macron est en bonne position au sortir d'une crise sanitaire que finalement, les Français trouvent qu'il a plutôt pas si mal géré, à la fois sur le plan strictement sanitaire, mais aussi en termes d'accompagnement économique. Il a remonté dans l'opinion et il est quasiment à un Français sur deux qui a une bonne opinion de lui. Donc aujourd'hui, la stratégie, c'est plutôt Emmanuel Macron qui se représente. Et dans ce cas de figure, Édouard Philippe joue effectivement la carte de je viens l'aider à ratisser encore davantage à droite. Ouais. Bérengère Bonte, quand il était à Matignon, il faisait déjà entendre sa différence. Vous vouliez évoquer, je crois, le discours de déconfinement. C'est à quelle occasion déjà? C'est à l'Assemblée, c'est ça? C'est ça, le 28 avril 2020. Souvenez-vous, le déconfinement, c'est le 11 mai, qui est une date qu'on a tous en tête. C'est mon anniversaire. Alors, voilà. Et je suis sûre que vous dire, j'ai rigolé quand la date a été annoncée. Et vous disiez, le 11 mai, je vais enfin pouvoir faire la fête, etc. Et donc, le 28 avril, faut se souvenir qu'Édouard Philippe n'était pas favorable à déconfiner aussi vite. Donc, il s'est exécuté, entre guillemets, il a annoncé un déconfinement au 11 mai, sauf qu'il a annoncé cette date du 11 mai comme un point de départ et non pas comme un déconfinement. Et en gros, il est apparu, ce discours est, de mon point de vue, le plus frappant, le plus habile politiquement de ces 3 ans à Matignon. C'est-à-dire qu'il vient annoncer une date du 11 mai tout en disant « mais il ne se passera rien et on va se donner le mois de mai pour observer et fin mai, nous déciderons si les bars et les restaurants peuvent rouvrir et dans ce cas, ce sera effectif début juin ». Tout ça, le discours, je l'ai vérifié, a été relu par le président de la République. Il fait ça, finalement, il garde la main dans un moment où il l'avait pas mal prise, puisque ça a été beaucoup souligné. Il a quand même été là où Emmanuel Macron a tardé à prendre vraiment les affaires en main pendant cette période, au début de la crise du Covid. Lui, effectivement, a plutôt, je pense, construit beaucoup de sa stature dans ces 3-4 mois là très très difficiles. Mais là, je trouve ça assez magistral politiquement. Et Emmanuel Macron n'a rien pu faire. Donc il y a en apparence, il suit le président, il annonce ce déconfinement contre lequel sur lequel il est opposé, et puis en fait il leur dit mais vous savez quoi, j'ai compris que vous étiez inquiet, donc on va faire ça plus tranquillement, et on va faire sans doute ça dans 2, 3, 4 semaines. C'est magistral. Oui, c'est intéressant, effectivement. Olivier Gracia, alors on continue, on fait un peu de politique fiction, mais bon, c'est pour ça que c'est passionnant aussi. Imaginons Emmanuel Macron réélu. La stratégie d'Édouard Philippe pendant ce second mandat, ça va être quoi? De s'éloigner petite touche par petite touche, de faire entendre sa différence, ou alors de jouer le fils spirituel, comme vous le disiez tout à l'heure? Je pense qu'il va être très caméléon, ça dépendra des sondages d'opinion et si le deuxième quinquennat de Macron est populaire. Si Emmanuel Macron parvient à mener des réformes, que les Français le soutiennent et que son quinquennat se passe bien, il n'y a pas de raison qu'Édouard Philippe s'en émancipe. Au contraire, vu qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter, forcément il y a une place qui va se créer dans le... Je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même un vrai risque. Et le risque que ce soit le troisième quinquennat Macron via Édouard Philippe et que les Français en aient un peu, entre guillemets, marre de cette politique. Donc c'est un risque politique pour lui aussi, pour Édouard Philippe. C'est un risque politique, mais si vous voulez, Édouard Philippe n'a pas de différence majeure avec Emmanuel Macron et je ne vois pas comment, même lors du deuxième quinquennat, il va pouvoir se démarquer d'Emmanuel Macron. Parce que s'il continue à faire de la politique technicienne et avoir des divergences techniques avec Macron, mais pas des divergences de fond, à quel moment peut-il s'en émanciper? Surtout que le paysage politique est en train de se restructurer aujourd'hui, on le voit, l'extrême droite se divise, la droite républicaine explose. Donc quel est le rôle d'Édouard Philippe concrètement dans la redéfinition de ce paysage politique? Donc finalement, sa meilleure chance, au contraire, c'est de coller à son candidat et de coller à Emmanuel Macron. Je vois pas comment il peut s'émanciper avec les idées qui sont les siennes aujourd'hui, à moins qu'il nous fasse un virage populiste, à moins qu'il nous fasse un virage souverainiste ou un virage protectionniste, vous voyez. Mais s'il reste dans cette fibre-là aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il s'en démarque sur le fond. Donc je ne le vois pas s'en émanciper. Bérengère Bonte, pour conclure. Il va falloir quand même que Emmanuel Macron, s'il est réélu, trouve une majorité. Et pour ça, Édouard Philippe peut être précieux. Si on oublie la petite hypothèse dont je parlais tout à l'heure, dont on parlait de 2022, et qu'on se projette vers 2027, il faut quand même pouvoir gouverner les 5 ans, ça va être compliqué. Et donc, Édouard Philippe, en créant ce parti, imagine des candidatures, manifestement. Alors, attention, pas pour être lui-même député. J'entends beaucoup, président de l'Assemblée nationale, je vais vous dire, il me l'a dit, je l'écris, il a détesté être député.
j'ai détesté ça, une fille Burke. Édouard Philippe, voilà. Donc en fait, on va oublier ça, mais l'idée d'être chef de parti, de pouvoir créer cette composante de la majorité qui pourrait devenir le navire amiral, en rassemblant Agir, en rassemblant l'aile gauche de Barbara Pompili, de Pascal Canfin. Alors, quid du modèle ? Et ça va dépendre vraiment, c'est impossible de dire aujourd'hui, ça va dépendre vraiment du score que fera Emmanuel Macron à l'arrivée. Enfin, il y a tellement d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus. On est très prudents, nous, sur les... On a même souvent des instituts de sondage qui reconnaissent que la période est quand même très particulière, où on est en train de beaucoup s'exciter sur notamment Éric Zemmour, alors qu'il y a énormément de Français qui, en fait, se sont pas vraiment décidés. Oui, bien d'accord là-dessus. C'est vraiment la prudence. Voilà, prudence. J'aime bien terminer ce débat par le mot prudence. Merci d'y avoir participé, c'était passionnant.